Bonjour Monsieur Ribou. Nous préparons un marathon. Oui. Nous vous proposons, avant de commencer, de regarder un film. Et je vais demander à Franck Ribou de nous présenter ce film et le contexte de la réalisation de ce film. Bonjour à tous. En fait, ce film, on l'a fait il y a 1 an, parce qu'on voulait célébrer un concept qui est très important chez Danone, qui date de mon illustre prédécesseur, qui était donc mon père, qui s'appelle le double projet social et économique, qui a 40 ans, qui est un concept qu'il avait déclaré lors d'un discours fameux dans les années 70 à Marseille, aux assises de ce qui s'appelait à l'époque le CNPF, où il n'était pas très actif mais invité, où il expliquait simplement qu'on ne peut pas avoir de réussite économique si on n'a pas de progrès social et vice-versa, ce qui était assez révolutionnaire à l'époque, mais dont on a trouvé que c'était encore d'une terrible actualité, et malheureusement de plus en plus dans l'actualité. Donc on a voulu célébrer ces 40 ans. Donc le film que vous allez voir est un résumé de 7 minutes. Désolé, enfin bon, ça distrait quand même. Vous allez voir des gens beaucoup plus jeunes qu'aujourd'hui en plus, donc je ne vous demanderai de pas rire. Sur une durée totale de 38 minutes. Il a été fait pour les managers de Danone, parce qu'on voulait qu'ils comprennent quelle était leur génétique, d'où venait leur code génétique, pourquoi on réagissait comme ça face à telle ou telle problématique, et que rien n'était juste inné, mais que c'était vraiment la construction d'une philosophie qui datait de plus de 40 ans. Et quand on nous a sollicité, on m'a dit il faudrait que tu ailles parler sur le lien entre l'entreprise, les politiques et l'enseignement, l'université, comme vous voulez. Après tout, en réfléchissant, on s'est dit que c'était pas idiot de vous présenter ce film, ne serait-ce que pour illustrer ce qu'est vraiment l'entreprise. Parce que très souvent, on s'aperçoit que si ces 3 éléments ne fonctionnent pas ensemble, c'est juste parce qu'il y a un problème de langage ou qu'il n'y a pas de décodeur entre les 3 entités et que du coup, chacun fonctionne en silo. Parce que quand on réfléchit 1 minute, est-ce qu'il faut que l'enseignement supérieur soit lié à l'entreprise? Même en étant totalement idiot, je pense qu'on peut répondre oui. Ce qui est une chance dans notre pays d'ailleurs, parce que là on est sûr d'avoir beaucoup de oui. Pour ce qui est du politique, c'est autre chose. D'abord, j'entends très souvent dire que, surtout en ce moment, dans la part des chefs d'entreprise, si on gérait une entreprise comme est géré le pays, ça serait catastrophique. Ou en positif, on devrait demander aux politiques de gérer le pays comme on gère une entreprise. Je suis totalement contre avec ça. Si on se met à gérer un pays, ou si un politique se met à gérer un pays comme on gère une entreprise, on court à la catastrophe. Juste à la catastrophe. Parce que le politique doit avoir une dimension à 360 degrés. Il doit effectivement avoir un service public. Il doit savoir le faire fonctionner. Si vous le laissez gérer par l'entité économique, elle va se focaliser sur des critères qui ne donneront jamais des réponses à tout le monde. Donc moi, je suis peut-être le seul à penser comme ça, mais je pense que le politique ne doit absolument pas gérer sa communauté comme un chef d'entreprise gère une entreprise. C'est assez segmentant comme prise de position, mais je pense sincèrement qu'il y a une inspiration entre les deux, oui. Est-ce qu'il y a une responsabilité de part et d'autre? C'est évident aussi. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai quelques hôtels du côté d'Évian. Je vais vous parler du désenclavement du Chablais. Ça, c'est une responsabilité politique et elle n'est pas exécutée. Et l'économie en souffre. Donc là, oui, il doit y avoir un vrai débat et une vraie poussée de l'économie pour forcer le politique à faire quelque chose. Après, l'autre grande difficulté qui existe entre les deux, c'est la notion de temps. Il est évident que le temps de l'entreprise n'a rien à voir avec le temps politique, même si le temps politique, de temps en temps, s'accélère, puisque quelques échéances arrivent, quelles qu'elles soient. Donc là, c'est le bon moment pour que l'économique aille un peu demander 2-3 trucs.
mais c'est le seul moment où on a une conjonction, une convergence des deux temps. Voilà, moi je voulais vous dire ces trucs-là en introduction. Je sais qu'elle a préparé 3 pages de questions, mais c'était tellement long que je ne les ai pas lues. Et puis surtout ensuite, ce qu'on a décidé ensemble, hein, c'est que si vous avez envie de me poser des questions, quelles qu'elles soient, pas quelles qu'elles soient d'ailleurs, j'y répondrai bien volontiers. Donc je vous laisse avec ce film pendant 7 minutes. On a une chance inouïe chez Danone, inouïe, parce que le passé est très proche. C'est une entreprise qui date des années 70. À l'échelle d'une entreprise, c'est rien. C'est 40 ans, c'est rien du tout. Et on a eu la chance, en plus, d'avoir toute cette histoire portée par 2 personnages extraordinaires, qui étaient Antoine Riboud et Daniel Carasso. On est dans un monde, depuis maintenant, on va dire, une 50aine d'années, qui bouge, qui évolue. Si on n'évolue pas, on est mort. Mais évoluer ne veut pas dire abandonner les choses. Il faut accepter ces changements. D'autant plus que les changements alors, font indéniablement partie de la culture du groupe Danone. L'aventure du groupe Danone débute par une rencontre, celle de Daniel Carasso et Antoine Riboud, 2 visionnaires qui rêvaient de créer une marque française aux ambitions internationales. Daniel Carasso est alors PDG de Gervais Danone. Son père a développé à Barcelone en 1919 les premiers yaourts qui n'étaient vendus qu'en pharmacie et peu connus en Europe. Moi, j'étais le fils unique. Et quand il s'est agi de trouver une marque, eh bien, moi, quand j'étais petit, il m'appelait Danon, le petit Daniel. Donc, il a fait Danone, et c'est l'origine de la marque. Daniel Carasso est âgé de 24 ans quand il importe la marque en France en 1929. La renommée s'impose très rapidement grâce au goût et à la qualité évidente des produits. Lorsqu'il croise en 1972 Antoine Riboud, celui-ci est alors PDG du groupe BSN, société de bouteilles, pots et autres contenants de verre et également de verre plat pour le bâtiment et l'automobile. Antoine Riboud impose BSN comme une entreprise moderne et audacieuse lorsqu'il lance une OPA sur une société 3 fois plus grosse. J'ai lancé une OPA sur la compagnie de Saint-Gobain en décembre 68 et je me suis ratatiné. Ça a été la plus grande chance de ma vie. L'arrivée des supermarchés et la consommation de masse incite Antoine Riboud à fournir le contenu à ses usines de verre. De passer du contenant au contenu. BSN prend alors le contrôle d'Evian, de Blédina, ainsi que de Cronenbourg et de l'Européenne de brasserie. Grâce à cette stratégie, le groupe devient leader français de la bière, des eaux minérales et de la nutrition infantile. La diversification et l'envie commune de mondialisation font que l'entente entre Daniel Carasso et Antoine Riboud est immédiate. Leur groupe fusionne et donne naissance à BSN Gervais Danone. Octobre 1972. Lors d'une conférence face à 2000 chefs d'entreprise, Antoine Riboud joue les troubles fêtes et pose les bases d'une nouvelle manière d'imaginer l'économique et le social. Un véritable manifeste qui deviendra littéralement l'ADN du groupe Danone. Aujourd'hui, les hommes exigent une finalité qui leur autorise un choix, qui leur permet de tenir compte de la qualité de leur vie. Le discours de Marseille, c'est le double projet, le social d'un côté et l'économique de l'autre. Et toute cette tension dans le mot « et » qui les réunit, un double projet économique et social. Dire que l'économique et le social vont ensemble, convergent, même quand ils sont en tension, l'un est la condition de l'autre, c'est une idée à la fois d'une simplicité extrême et d'une force extrême. Et je crois que c'est pour ça qu'elle est restée dans la culture orale de Danone, très puissante pour aujourd'hui, mais aussi pour le futur. Au milieu des années 70, le monde plonge dans sa première crise pétrolière et devant les risques d'une nouvelle implosion en 1960, Antoine Riboud décide de vendre toute son activité de verre plat. L'extension internationale de BSN Gervais Danone trouve alors les moyens de s'épanouir en acquérant de nouvelles marques. Les années 80 voient le groupe implanter sa première usine en Chine et s'étendre sur l'Europe. Le monde bouge, Danone s'adapte, toujours avec audace.
Alors que le mur de Berlin vient de s'effondrer et ouvre en grand les portes vers les pays de l'Est, BSN Gervais Danone se positionne comme 3e groupe alimentaire européen. Dans les années 90, BSN Gervais Danone change de nom et devient Danone, dont le nom est déjà connu dans 46 pays. 2 ans plus tard, en pleine période de crise, Antoine Riboud passe les rênes à son fils. Franck, je te confie Danone. Donne-lui ton meilleur. À ton tour de te battre. Bah, moi, je te confie Danone, ça s'est traduit par je vends 60% du chiffre d'affaires de Danone. C'est pas simple. Franck Riboud recentre le groupe sur 3 métiers principaux. Les produits laitiers frais, les biscuits et l'eau. Le pari réussit et Danone devient leader ou co-leader mondial dans chacune de ces 3 activités. Les années 2000 marquent l'extension mondiale de Danone vers les pays émergents, tout en développant ce qui deviendra sa mission, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Apporter la santé par l'alimentation, vous pouvez dire, bon bah, je vends un produit très très cher et j'apporte la santé par l'alimentation, et puis ceux qui ont le pouvoir d'achat pourront acheter le produit très cher. Bon, vous avez rempli votre mission. Et c'est beaucoup moins ambitieux qu'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Danone conserve, développe et rachète les marques qui entrent dans ce cadre de santé. Et en 2007, le groupe finalise sa mutation en se séparant de la branche biscuits. Il rachète aussitôt Numico et devient leader mondial de la nutrition infantile et de la nutrition médicale. Durant cette décennie, Danone explore de nouvelles voies qui résonnent toujours avec le double projet économique et social. Le fonds Danone pour l'écosystème, qui soutient les acteurs locaux et le tissu économique, Danone Communities pour le social business, le fonds Livelihoods pour l'environnement ou encore Dan Cares qui répond à l'absence de couverture santé dans beaucoup de pays émergents. Aujourd'hui, ces pays, ils sont plus le futur du groupe, ils sont présents, et ils sont présents à la fois en termes de contribution à la croissance du groupe, et aussi, et c'est encore plus important, en termes de contribution à la profitabilité du groupe, et donc à ce qui permet de nourrir la croissance. Des tas de nouvelles géographies se sont installées, se sont imposées, des économies se sont développées. On prend l'exemple du Brésil, on peut prendre l'exemple du Mexique, de l'Indonésie, de la Chine et beaucoup d'autres. Et ça, en fait, c'est assez passionnant parce que ça veut dire qu'il y a des millions de gens qui maintenant consomment des produits Danone alors qu'ils n'en consommaient pas préalablement. Dans le même temps, Danone rachète Unimilk et devient leader des produits laitiers en Russie, puis fait de même en Afrique du Nord, en prenant le contrôle de la centrale laitière du Maroc. Le monde bouge, se transforme, et Danone s'adapte, évolue, cherche de nouvelles solutions, explore de nouvelles recettes, découvre de nouveaux horizons, se réinvente en permanence, grâce à ce quelque chose de spécial, cultivé depuis 40 ans. Je dirais que c'est presque éducationnel, pas simplement pour moi, mais pour aujourd'hui les 100 000 collaborateurs de Danone. Et surtout, on est convaincu de ce que j'ai dit en introduction. Donc, si vous n'êtes pas convaincu que l'un va avec l'autre, ça peut être un frein. Mais si vous êtes convaincu que les deux vont ensemble, ça devient un élément de votre génétique, de votre stratégie. Et c'est au contraire, ça devient presque un guide dans plein de situations, que ce soit lors d'une acquisition, que ce soit pour ouvrir un nouveau pays, que ce soit pour lancer un produit. Et du coup, ça devient même dans les situations compliquées, parce qu'elles existent. Parce que très souvent, on dit double projet social et économique. Alors, si je suis en train de faire un roadshow avec des financiers, on me parle du double projet humain et social. Et si je suis dans un conflit qui concerne une usine ou je ne sais quoi, on va me dire, avec votre projet économique et financier. Non. Le mot le plus important de ce concept, c'est le plus petit de la phrase, c'est « et ». C'est économique et financier. Mais nous savons que nous travaillons pour l'actionnaire, nous savons que l'entreprise doit aussi développer des talents, nous savons aussi que l'entreprise doit faire des profits. Un mot qu'on n'a même plus le droit d'utiliser en France. Parce qu'une entreprise qui ne fait pas de profit, ça ne s'appelle pas une entreprise. Ça s'appelle une ONG, ça s'appelle une œuvre de charité, et j'ai rien contre. Mais quand vous avez la responsabilité d'autant de personnes, votre première responsabilité est d'avoir les profits pour faire vivre l'entreprise, pour investir, pour la développer. C'est ça qui est très important. La vraie question, c'est de savoir ce qu'on en fait, pas du tout de les réaliser. Donc nous, on vit très bien dans cet univers-là,
Et on essaye, c'est pour ça que je vous ai montré ce film, pour vous montrer que tout ça n'était pas naturel, qu'il fallait le répéter, qu'il fallait l'expliquer, parce que vous avez vu quelques responsables de Danone, ils sont pas très vieux, et ça va, et voilà, les générations suivantes arrivent, elles ne sont plus du tout franco-françaises, elles sont mondiales, donc il faut qu'on arrive à faire en sorte que cette génétique soit supérieure à la notion de pays, de passeport, et qu'il y ait vraiment une adhésion totale au monde Danone. Alors justement, vous faites un travail en interne pour ces valeurs et en externe. En interne, vous avez plusieurs exemples qui sont frappants. Danker, par exemple, pas beaucoup d'entreprises le font. Vous l'avez étendu, comme vous disiez, vous êtes mondial, vous avez étendu ce privilège qu'on a en France au monde. Oui, mais je ne sais pas si vous avez bien compris comment le directeur financier parlait de Danker. Ils vont le traiter vraiment en double projet social et économique. Et ça prend 1 minute à expliquer. On n'est pas dans le paternalisme. On est vraiment dans l'économique. Si vous êtes dans un pays émergent, vous n'avez pas forcément une merveilleuse université à côté de vos implantations industrielles, mais vous avez besoin d'ingénieurs, vous avez besoin de techniciens, vous avez besoin de gens qui savent faire tourner la ligne, et que vous les formez. La vision que les gens ont du pays émergent, c'est un pauvre pays. Non, un pays émergent, c'est un pays qui est excessivement dynamique, avec un appel à l'emploi qui est très 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 fort, notamment quand vous commencez à être qualifié. La qualification passe très souvent par la formation que l'entreprise vous donne. En clair, il y a un turnover, une rotation du personnel qui est très forte, donc il faut arriver à développer une loyauté à l'entreprise. Et vous ne développez pas la loyauté à l'entreprise juste en la décrétant. Vous êtes obligé de montrer des signes qui vont toucher des fibres sensibles chez l'individu et qui, s'il est complètement honnête, va se dire « Attends, ils m'ont quand même beaucoup aidé, ils m'ont quand même formé, ils m'ont quand même soutenu, donc je ne vais peut-être pas zapper d'une entreprise à l'autre juste parce qu'on va me payer plus, etc. » Autre exemple sur Danker, mais une femme qui accouche dans un pays émergent, aujourd'hui, elle ne retrouve pas forcément son travail, puisque de toute façon, il y a plein de gens. Nous, on veut signifier qu'on veut prendre ça en charge aussi. Pourquoi? Parce qu'on compte sur toi. On t'a formé, tu as des compétences, tu es meilleur. Donc reviens, t'inquiète pas, on garde et prends le temps qu'il faut aussi pour faire en sorte que tout se passe très bien. Autre exemple sur la santé, si demain vous avez un enfant, un bébé qui a une diarrhée, bon, en France, c'est juste, voilà, il y a 2 pilules, 3 machins, puis c'est réglé. Non, un enfant qui a une diarrhée au Bangladesh, c'est entre 30 et 40% de son immunité personnelle pour le restant de ses jours qui disparaît. Donc tout ce qui est lié à la digestion, tout ce qui est lié à la microbiote, fait partie des soucis. Donc quand on dit apporter la santé par l'alimentation, ça n'est pas que du marketing. Et ensuite, quand vous expliquez ça à des gens aussi intelligents que le prix Nobel de la paix, qui ne l'était pas encore, qui s'appelle Mohamed Younous, il comprend tout de suite, lui, il ne se demande pas. Et là, on revient à votre sujet d'aujourd'hui, il ne se demande pas, oh là là, est-ce que je mélange le grand capital avec... Non, 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 ils sont pragmatiques. Oui, il y a un problème de santé publique par l'alimentation, Danone peut m'aider à le résoudre, on va faire un truc ensemble, ok, pouf, paf, puis voilà, c'est fait. C'est Danone Communities. C'est Danone Communities. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de Danone Communities? C'est une Danone Communities, parce que moi j'en parle, on a l'impression que tout le monde connaît, mais bon. Danone Communities, c'est le fruit d'une rencontre. Vous avez vu un autre garçon ici, là, Emmanuel Faber, qui est un type ils sont tous très très intelligents, mais il est très profond, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans ce double projet, mais à titre personnel. Et un jour, il me dit, non, d'abord, on avait une complexité à résoudre, je suis un peu long sur les réponses, mais c'est pas grave. Quand on attaque, entre guillemets, un pays émergent, moi j'ai toujours droit à la même présentation. Là, en l'occurrence, il s'agissait de l'Indonésie. On me dit, en Franck, on a tout regardé, c'est impeccable, on peut lancer Activia, vous voyez, en Indonésie, parce que la population cible, j'essaie de prendre des trucs bien techniques, bien forts, et la population cible doit faire à peu près 80 millions, donc c'est déjà intéressant, même si vous avez 250 millions d'habitants en Indonésie, sur à peu près autant d'îles,
mais c'est fantastique. Alors en plus, les marges vont être bonnes parce que les coûts logistiques vont être faibles, parce qu'ils habitent tous à Jakarta, donc c'est super, c'est fantastique. Je dis ouais, c'est vachement bien. Puis ouais, je lève la main, je dis, puis on fait quoi avec les 200 millions qui restent là? Parce qu'on a une mission. C'est pour ça que dans le film, je dis au plus grand nombre, apporter la santé par l'alimentation, je pense que tout le monde a compris. Mais au plus grand nombre, quand vous êtes en Indonésie et que le dernier des Indonésiens, il gagne 2 € par jour, et que vous voulez lui vendre de l'Activia, le modèle, il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne juste pas. Et à partir de là, on a une espèce de jargon. On a développé une stratégie qu'on avait développée en Argentine, parce que le pays s'écroulait, qui en anglais s'appelait affordability. Ce qui veut dire, pour tous les gens qui parlent l'anglais et qui comprennent mon accent, ça veut dire accessible en fait. Mais on s'est aussi dit que si ça n'était qu'accessible, on n'aurait justement pas cette notion de marge et qu'on n'aurait pas la capacité d'investir et de justifier aussi l'intérêt pour l'entreprise de développer ce modèle. Donc on a créé un autre mot qui s'appelle affordability, qui est la contraction de faire de la marge tout en étant accessible. Et ça, on l'a développé dans beaucoup de pays, en jouant sur l'analyse de la valeur, des packaging, toujours en étant de qualité. Et on s'est aperçu qu'on n'arrivait jamais à descendre. Vous savez qu'on classifie toujours les gens A, B, C, D, E, y compris pour le pouvoir d'achat, et on n'arrivait jamais à descendre en dessous de C+, C, jamais en dessous. Et dans ces pays, vous avez des catégories D et E en très grand nombre, en très très grand nombre. Du coup, un jour, Emmanuel me dit, tiens, il y a un Gugus qui vient à Paris, là, je crois qu'il allait à Deauville parler... truc pour les femmes, hein, forum. Passionnant. Depuis, on en a créé un autre à Évian, parce que moins militant, mais à mon avis, il n'est pas inintéressant. Donc il s'arrête à Paris, il déjeune avec nous, puis on discute. Lui, il m'explique la Grameen Bank. La Grameen Bank, pour ceux qui ne savent pas, est une banque que Mohamed Younous a créée, qui est en fait, il prête de l'argent à des gens très très pauvres, mais très très pauvres. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas la capacité d'acheter 2 œufs. On leur prête de l'argent, ils achètent 5 œufs, ils les revendent, et avec le profit qu'ils font, ils remboursent. Tout ça avec un processus qui les oblige, pas entre guillemets d'ailleurs, à envoyer les enfants à l'école, à protéger les enfants du travail. Enfin, il y a toute une régulation. Il n'y a pas de papier, c'est juste, on se serre la main. Donc ça évite pas mal de coûts parasites, entre guillemets. Tout ça est géré par les femmes du Bangladesh, dans un pays musulman. Donc ce sont les femmes qui gèrent ça contre la vie des hommes. Donc c'est vraiment une révolution presque sociologique du pays. Et moi je lui explique ce que je viens de vous expliquer. Et il me dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et moi je lui dis oui. Alors on se serre la main. Et c'est acté. Et c'est acté, mais on ne savait pas quoi. Et je lui dis, mais attendez, moi... Il dit, mais moi je ne veux pas faire de profit. Je lui dis, oh, moi non plus. Donc les non-profits du Bangladesh coulent. Danone, c'est une petite boutique, mais enfin c'est 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires, enfin ça va, on peut peut-être se faire du Bangladesh tranquille. Moi je lui dis, non, moi non plus. Je lui dis, la seule chose que je veux, parce que je ne veux pas tromper mon actionnaire, je veux avoir un niveau de retour sur capitaux investis qui ne pénalise pas l'entreprise. Pas de problème. On se serre la main. Et c'est un type extraordinaire. En partant à Deauville, m'envoie un mail en me disant, je suis pas sûr que vous ayez bien compris, il reboucle comme un bon vendeur. Il boucle sa vente. Moi je lui dis, mais oui. Il a même écrit un bouquin que je vous encourage à lire, où il dit, je n'étais pas bien sûr qu'ils comprennent mon anglais, et je me disais la même chose. Vous voyez, donc c'est une espèce d'anglais bangladais qui lui est très maîtrisé. Moi, un anglais lyonnais, suisse, savoyard, c'était un peu différent. Et en fait, 6 mois après, on signait la JV, et 6 mois après, on inaugurait une usine à quelques kilomètres de Dakar, sur un modèle totalement différent, donc qui correspondait à l'objectif donné de non-profit mais de return satisfaisant. Un yaourt à 8 cents d'euros, avec une équation insoluble, puisque quand le prix, nous on voulait avoir un impact sociétal, donc il fallait qu'on achète le prix du lait, ça pourrait faire sourire les fermiers du moment, mais dans notre pays, à un prix qui leur permette de vivre, et en même temps,
avec une incapacité d'augmenter le prix, puisqu'on devait être accessible. 8 cents d'euros, c'est pas beaucoup. Au début, on avait essayé de lui parler des biscuits, parce qu'à l'époque, on les avait encore. Elle nous a dit, non, attendez, mais moi, je veux la Rolls-Royce, je veux pas le biscuit, ça existe chez moi, donc je veux le vrai produit, celui qui a une action sur la flore intestinale, etc., etc. Et on a démarré comme ça. On a dû réinventer des modèles, réinventer des structures d'achat. On a dû réinventer même le pack. Pourquoi? Parce que le Bangladesh est 50% du temps sous l'eau. Et là-bas, il n'y a personne qui ramasse les poubelles. Donc c'est le premier pays où on a mis en place un pot de yaourt, entre guillemets, biodégradable, même si on sait que le biodégradable qu'on utilise n'est pas bon, puisqu'il est fait à partir de matières qui sont consommables par l'être humain. Donc on se méfie beaucoup de cette technologie plastique consommable, végétale, parce que, après, enfin, je rentre dans d'autres choses, mais il faudrait qu'on parle des OGM après. Donc c'est le premier pays où on a développé ça, on a trouvé des nouveaux fournisseurs, des nouveaux circuits de distribution, et vous voyez, même là, circuits de distribution, on a utilisé les mêmes que Grameen Danone, à savoir des femmes qui partaient le matin avec des petites sacoches réfrigérées, parce que chaîne du froid, de, on va dire, 15-20 kilos de pots de yaourt unitaires. Bah, ça n'a pas fonctionné. Pour une raison, on est complètement con, on n'y avait pas pensé. Mais c'est pas parce que vous êtes très pauvre que la pénibilité n'est pas à prendre en compte. Quand vous portez 50 cartes de téléphone que vous vendez, la pénibilité est faible. Quand vous portez les 25 kilos, là, porte à porte, de village en village, c'est pas du tout la même histoire. Donc il a fallu revisiter aussi tout ce process-là, en amont sur l'usine, faire de la biomasse pour l'énergie, etc., etc. Donc ça a été un projet tellement bien qu'on a décidé de créer un fonds qui s'appelle Danone Communities pour développer le social business, qui est vraiment la vocation de Mohamed Younous. Et puis aujourd'hui, on est à la tête d'une quinzaine de projets. Le Bangladesh, on est en train de construire la deuxième usine. C'est la laiterie du Berger au Sénégal. C'est Mille et une fontaines au Cambodge. On utilise pour ça les forces vives de Danone, puisque on est très très vieux en Europe à partir de 50 ans. Donc il y en a plein qui ont arrêté, mais on continue. Donc ils donnent leur temps, ils ont beaucoup de compétences. On crée une vraie communauté et ça fonctionne très très bien. Puis ce faisant, on a découvert qu'effectivement, si on relisait le texte d'Antoine Riboud, mon père, où il expliquait que l'entreprise ne s'arrêtait pas aux 4 murs, mais qu'elle avait un vrai rôle local à jouer, on a créé un autre fonds qui s'appelle Danone Ecosystem, où chaque patron de business unit doit présenter un projet à un conseil, à un board, dans lequel vous trouvez, sans donner de nom, Pascal Lamy, ancienne dirigeante de la CFDT, etc., qui évalue avec nous les projets et qui décide si oui ou non l'impact local, sociétal est fort. On a un projet que vous connaissez, dont on parle beaucoup, qui s'appelle ETG. Il y a à peu près de quoi je veux parler, pas forcément d'ailleurs, je parle de la bonne version. Le fonds Danone Ecosystem aide à la formation des jeunes, parce que les gens de la CEAT, des activités hôtelières à Évian, ont présenté ça. Vous avez aussi quelque chose qui s'appelle Pousse d'avenir, qui est connu, qui est aussi développé et soutenu. Alors on n'en parle pas beaucoup de tout ça, parce qu'on n'a pas envie, on est peut-être très inquiet, je ne sais pas, mais on n'a pas envie que les gens aient de la suspicion sur ce qu'on fait. Que ce soit mal pris. Et mal pris, c'est très franco-français. Mais après tout, on s'en fout. Nous, on sait ce que ça fait, on sait les objectifs que ça atteint, on sait comment ça développe. Juste pour vous donner un exemple, il existe chez Danone la participation et l'intéressement. Au siège, et vous savez que vous n'avez pas le droit de libérer la participation sans respecter quelques règles, au siège, 60% des salariés de Danone ont versé tout ou partie de leur participation et de leur intéressement au fonds Danone Communities. Donc c'est pour ça que moi, quand on me dit il n'y a pas d'espoir, tout est foutu, tout est pourri, tout est... Ben non, je pense pas. Je pense que on fait sûrement des conneries, on fait sûrement des choses mal. De temps en temps, on prend des décisions violentes qui font souffrir des gens, mais on essaie de le faire le mieux possible. Et à côté de ça, on sait que l'entreprise peut avoir un rôle beaucoup plus grand. Je
vous parle pas de l'environnement, qui est le dernier fonds qui est là, qui s'appelle Livelihoods. En fait, quand il y avait toutes les discussions sur les taxes CO2, nous en plus on était très attaqués. Je vous prends ça comme exemple. La bouteille, la fameuse bouteille, la bouteille en plastique, l'eau, etc. Au passage, l'eau, de toutes les eaux qui sont dans les bouteilles d'eau, ça représente 0,0 quelque chose de la consommation d'eau. Consommation d'eau, il ne faut pas chercher, c'est l'agriculture, à 70%. Point final. Point final. Ayant dit ça, on est quand même attaqué. On se dit, on fait quoi? Sans parler du fait que c'est du PET, donc c'est 100% recyclable, parce que ça se brûle, et que si vous l'enlevez d'ailleurs de l'incinérateur à déchets, il va falloir mettre de l'énergie à la place, hein, parce que c'est comme le barbecue, c'est de l'énergie pure, ça. Mais ça fait rien, on continue, on s'est dit, on va le faire pour toutes nos marques, on va faire le bilan CO2 de toutes nos marques. Toutes. Et en l'espace de 8 ans, on a réduit de plus de 35% l'impact CO2 de toutes nos marques dans le monde entier. Quand vous buvez Evian, l'impact CO2 c'est 0. Il doit bien y avoir quelques ingénieurs dans la salle. C'est impossible. Toute activité humaine, y compris celle qu'on a ici, a un impact CO2. Si ce n'est qu'on s'est créé notre propre taxe CO2. C'est-à-dire qu'on est allé sur un projet complètement fou, replanter des millions de mangroves. Vous voyez, le mangrove, c'est une espèce de plante qui pousse dans des zones humides. Alors on a appris ça parce qu'on est aussi l'entreprise qui aide un truc qui s'appelle la Convention de Ramsar sur la protection des zones humides. Donc on a compris que le mangrove avait une capacité à capturer le CO2 quand il était à maturité qui était très forte. Donc on est allé replanter les mangroves et on a fait valider par le gouvernement sénégalais, je vous en parle, c'est des meilleurs, c'est pas toujours très simple, qu'on pouvait mettre en face du solde de CO2, après le transport par rail. Je suis dans le Chablais, il vaut mieux transporter par rail. Autrement, vous n'y allez même plus là-bas. Hein. Mais ça, si je vois que pour obtenir un désenclavement, il faut bloquer les routes, ça prendra 1 minute 35 secondes. C'est 5 millions de bouteilles par jour qui sortent de l'usine que vous devez connaître à publier. Si vous traduisez ça en équivalent camion, nos amis de la grande distribution à côté, à mon avis, vont être gênés pour garer les voitures. Mais enfin, ça arrive les jours de grève de la SNCF. Travaillons pour l'environnement tous ensemble. Ayant dit ça, ce qu'on a en plus découvert en replantant nos mangroves, c'est qu'on a compris pourquoi... Alors on travaille toujours avec des ONG, ce qui est un autre partenaire dont on n'a pas parlé. Vous parlez des politiques, vous parlez de l'université, vous parlez de l'entreprise. Je serais vous, je rajouterais les ONG. Parce que l'ONG a des savoir-faire que l'entreprise ni les deux autres n'ont, et des compétences, et de la volonté, et une capacité d'entraînement. C'est comme toujours, il y en a un tiers qui vous déteste, un tiers qui peut vous aider, et un tiers qui s'en fout. Mais il y a vraiment, c'est le résumé de la vie ça, mais il y a vraiment 2 tiers sur lesquels on peut vraiment construire, avec des gens qui ont des vraies compétences bien meilleures que les nôtres. Et là aussi, c'est pas simple, il faut apprendre à travailler ensemble. Donc et comme on est une très grosse entreprise, multinationale, on a quand même des moyens et on a des problématiques partout. Et ce qu'on sait très bien faire, c'est redéployer les bonnes pratiques. Donc on est en train de redéployer ce type de pratiques. Je pourrais vous parler aussi du CO2 dans le sol, etc., dans différents pays. Et du coup, on a créé un fonds, comme d'habitude. Alors pourquoi on ne crée pas des fondations? Parce que les fondations, ça amuse 3 personnes dans l'entreprise. Un fonds, ça permet d'emmener tout le monde. Notamment ceux d'ailleurs qui veulent donner du temps à ce fonds. Et là on est allé plus loin puisque Livelihoods, à l'intérieur de Livelihoods, en fait, vous avez des gens qui ont investi avec un espoir mesuré de retour à cause du carbone, du marché du carbone. Et vous avez des gens comme Hermès, vous avez des gens comme Danone, vous avez des gens comme Schneider, vous avez le Crédit Agricole, vous avez des gens comme ça. Donc on a réuni autour de nous des gens pour créer ce fonds. On ouvre les questions. J'étais assez loin sur la question. Oui, mais on a appris plein de choses. J'ai couvert les 3 suivants. Oui, là, j'ai plus de questions. Pendant que les questions se préparent, vous pouvez dire 2 mots sur les OGM, vous l'avez promis. Oui, j'avais promis. Les OGM, pour nous, c'est d'une complexité terrible. Pourquoi? Parce que il y a des pays où c'est autorisé, des pays où c'est interdit. Il y a des scientifiques qui sont pour, des scientifiques qui sont contre.
Il y a des législations qui sont pour, d'autres qui sont contre. Et puis il y a le consommateur qui a une capacité d'acceptation, de non-acceptation. Donc nous, on a une règle qui est très très simple. Si les 3 éléments ne sont pas réunis, on ne fait pas. Donc tous ceux qui sont contre les OGM, continuez à vachement militer. Vous aurez toujours des politiques contre, du coup, on ne fera pas. Vous voyez, je vous donne même le levier, c'est simple. Ayant dit ça, si je ne veux pas faire du plastique avec du maïs, il faudrait que je puisse le faire avec un autre organisme végétal. Puis cet organisme, ce que j'aimerais, c'est qu'il puisse pousser dans les zones désertiques, en ayant le moins possible besoin d'eau. Donc je trouve qu'à un moment donné, on pourrait laisser la recherche avancer en la cadrant très spécifiquement et cadrer aussi très spécifiquement l'exploitation et l'utilisation de l'OGM. Parce que je pense qu'il est quand même solution à certains problèmes. Ce n'est pas un jugement de Salomon, c'est juste de se dire, bon, tant que personne ne nous dit si c'est totalement dangereux, pas dangereux, alors évidemment, le militant anti-OGM, il va m'expliquer que c'est... Mais pourquoi je le crois, lui ? Si j'ai des gens dont c'est le métier, la compétence et la science qui m'expliquent que ça ne l'est pas. Donc c'est ça la difficulté aujourd'hui. Par contre, je pense que faire pousser des trucs là où ça ne pousse plus en n'utilisant pas d'eau peut être quelque chose d'intéressant pour la planète. Parce que je ne comprends pas pourquoi on fait du pétrole avec quelque chose qui peut se manger à partir du moment où on n'arrive pas à nourrir la planète. Et que du coup, on se prend les pieds dans le tapis parce qu'on utilise pour avoir beaucoup plus d'intensivité des OGM pour faire pousser les trucs. Donc il y a un moment donné, je trouve qu'il, là encore, il faudrait arriver à mettre toutes les familles autour d'une table avec un objectif clair pour prendre la bonne décision par rapport à des enjeux de dans 20 ans, de dans 40 ans, de dans 50 ans, pas des enjeux politico-politicards du moment. Ça me paraît pas être la bonne démarche. Mais pour le moment, je m'occupe de Danone. Pas du reste. Bonjour, Marcel Legarveau, je suis conseiller du commerce extérieur et donc le thème de la conférence c'est sur les territoires. Donc je voudrais savoir, bon, on parle au niveau national d'une balance commerciale déficitaire, d'une industrie qui est difficile à développer ou à redévelopper, et je voudrais savoir votre politique en faveur des Savoies pour renouveler le tissu économique. Moi, je peux en parler que concrètement. J'ai investi l'année dernière plus de 8 millions d'euros dans un golf. Je suis en train d'investir plus de 110 millions sur une usine d'eau embouteillée. J'investis 80 millions dans un hôtel, l'hôtel Royal à Évian. Voilà, je pense faire ce qu'il faut. J'ai investi en parallèle pour aider des jeunes à arriver à faire leur carrière de football. J'investis dans un tournoi de golf. Ça paraît être complètement anodin, mais simplement il est en septembre maintenant, donc ça prolonge d'à peu près 3 semaines l'activité touristique dans cette zone. Donc voilà comment moi je vois, et là vous avez une réponse de chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'elle est pragmatique. Elle est pas oh là là, c'est la merde, c'est le bordel, c'est foutu, on va pas y arriver, les déficits. Les mêmes gens, d'ailleurs, les mêmes économistes qui parlent de tout ça étaient ceux qui disaient qu'en 2008, ça serait réglé en 1 an. Moi, vous savez, en 2008, j'ai fait l'hypothèse publique, de dire, on est dans la merde pour 10 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que mon métier n'est pas d'être visionnaire, mon métier est de faire des hypothèses pour essayer de prendre la moins mauvaise décision. Si vous dites qu'il y en a pour 1 an, quand vous êtes chef d'entreprise, faites le gros dos. 1 an, prenez le coup. Si vous dites que c'est pour 10 ans, vous êtes obligé de passer à l'action. Ça change complètement le mindset des gens qui vous entourent. Par contre, si ça dure qu'1 an, c'est sur le gâteau, hein, c'est pas le problème. Donc moi aujourd'hui, je pense qu'on prend les bonnes décisions indépendamment d'un contexte général défaitiste. Et je dis exprès défaitiste, parce que c'est pas un mot économique. Et pourquoi on le fait? Parce qu'on pense que c'est notre responsabilité. Si on ne le fait pas, alors là tout fout le camp, c'est pas possible. Après, à nous de nous battre pour continuer à penser qu'on peut continuer à développer l'eau d'Évian, et on a des projets, ça pas mal d'ailleurs, qu'on peut continuer à développer les activités touristiques. Et pourquoi je m'énerve sur la route et le désenclavement du Chablais?
Parce que je pourrais envoyer la question à pas mal de gens en leur disant « Vous faites quoi? Vous attendez quoi ?» Les 2 hôtels, le casino, le golf, en saison, c'est plus de 1000 emplois. Plus de 1000 emplois. Si c'est pas le petit Ribou qui est à la tête de Danone, je ne suis pas convaincu que ça subsiste. Parce que je vous rassure, la rentabilité est proche de moins quelque chose. Donc on est vraiment dans un acte de se dire c'est notre responsabilité. Simplement, le fait de ne pas avoir de route, c'est entre 20 et 25% de chiffre d'affaires en moins. Donc je ne vous parle même pas d'accident ni rien. Et tout le monde s'en contrefout. Voilà. Donc, vous êtes au commerce extérieur, faites quelque chose. Faites quelque chose. Ne parlez pas de la difficulté du moment, de la grande, de la crise, des taux d'intérêt. Ça, c'est pas à moi de gérer ça. Moi, je sais que j'ai plus de 1000 emplois en saison au fin fond du Chablais. Et que quand vous voulez faire Genève, aéroport, Évian, maintenant vous partez 2h30 avant. Sur un week-end qui dure normalement 2 jours, même en France. 2 heures à l'aller, 2 heures au retour, partir jeudi soir. Hein. Moi, c'est ça mon problème. Donc mon problème n'est pas de dire que tout va mal. C'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est de m'adapter. Et c'est là, pourquoi je dis que ces rencontres sont bien, parce qu'elles sont locales. Et que je pars du principe que quand les choses sont décentralisées, prises localement, il n'y a pas besoin de se raconter des conneries. On sait tous, Jean-Luc, il est maire d'Annecy, il connaît les problématiques d'ici. Francina, il est mort d'Évian, il les connaît. Et c'est pas de la politique, ça. Ce serait pareil si c'était de gauche ou de droite. Les gens, ils connaissent les problématiques, ils aiment leur territoire, ils ont envie de se battre pour. Bon, dans le même sens, il faut peut-être un peu le réduire, le territoire, enfin réduire les différentes couches. Tout le monde. J'ai écouté un monsieur que vous connaissez tous l'autre jour, qui s'appelle monsieur Attali. Bon, c'est clair ce qu'il dit. Il dit tout le monde connaît les solutions. Tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas un politique en France qui ne connaît pas les solutions. Il y a juste à faire. Et voilà, chacun son métier. Maintenant, localement, moi, mon métier, c'est d'attirer l'attention sur les infrastructures, d'attirer l'attention sur la formation, d'attirer l'attention sur mes besoins, comme les besoins des gens de la vallée de l'Arve, comme les besoins des gens d'Annemasse, comme etc., etc. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des dialogues entre tout le monde. Maintenant, précisément à votre question, je vous ai donné les chiffres. Bon, sur une région comme la Haute-Savoie, ça me paraît pas mal. Au passage, c'est l'endroit où on investit le plus au monde. Alors c'est cette année, hein. Oui, parce que vous savez, il y avait les normes sismiques qui ont changé, donc ça me coûte un pont comme les normes sismiques. Simplement, un jour, on va en crever des normes, des lois et autres taxes. Enfin, je suis chef d'entreprise, TPME. On est 4. On a une démarche, moi j'ai initié une démarche RSE que je trouve ambitieuse, bien moins ambitieuse que la vôtre. Et je voulais vous demander, qu'est-ce que vous recommanderez, deux choses. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous recommanderiez à des petites structures comme la mienne qu'est-ce que j'aimerais bien aller aider le social business au Bangladesh, mais bon, think globally, act locally. Voilà, c'est ça que qu'est-ce que vous recommanderiez à des entreprises comme la Je vais répondre déjà à ça le plus rapidement possible. Chacun son rôle. Moi, je vous parle du Bangladesh parce que j'ai été exposé par la taille de mon entreprise, par etc., etc. Je pense que le tissu de PME, TPE, etc., doit déjà commencer par faire les choses localement. Dans le même, je vous ai parlé du Bangladesh, je vous ai parlé de Pousse d'Avenir. Tenons les bains, juste au-dessus. Donc je pense que, d'abord, vous ne pouvez pas mettre en risque, entre guillemets, par dispersion, votre entreprise. Et je pense que votre métier est plus compliqué que le mien. Vous avez vu, là, rien que sur le film, vous en avez déjà vu 4. Là. Et il y en a plein. Hein. Vous, normalement, vous ne devez pas être 36 000, comme vous avez dit, vous êtes 4. Donc je pense qu'il faut que vous fassiez des choses qui, apportent quelque chose à l'entreprise. Parce que la responsabilité sociale, si elle n'apporte rien à l'entreprise, elle ne dure pas. Elle ne dure pas. Elle doit impacter l'entreprise. Si vous arrivez à la lier à votre business direct, et pas par des trucs de consultants,
Désolé s'il y en a dans la salle. Ça va durer. Ça va durer. C'est la première question qu'on m'a posée, hein, le double projet. Pourquoi il fonctionne? Parce que nous sommes intimement convaincus que c'est ce qui fait aussi la réussite de Danone aujourd'hui, quelles qu'en soient les difficultés, hein, c'est jamais linéaire ces trucs-là. Donc moi je vous le dis, Bangladesh c'est bien, mais je suis certain que dans la région il y a des trucs dont vous pouvez vous occuper, dont les gens seront fiers, qui développeront la bonne notoriété pour votre entreprise. Voilà. On a un conseil, je vous le donne gratuitement. Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'une entreprise comme Danone, avec l'ampleur que Danone a, fait gaffe à leurs sous-traitants qui... Est-ce qu'eux, ils demandent à leurs sous-traitants d'avoir eux-mêmes des démarches RSE à leur niveau? Est-ce que c'est important? Non, mais c'est même plus compliqué que ça, parce que ça ne vous a pas échappé qu'en ce moment, on essaye de dresser les grandes contre les petits et vice-versa. Ce qui est une connerie monumentale, il n'y a même pas d'autres mots. Tout le monde a besoin de tout le monde. Moi, déjà, la première chose que je demande chez Danone, c'est de faire un peu attention au délai de paiement quand ils travaillent avec des petits. Puis quand je suis avec les petits, je leur dis, mais osez, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui ont plein d'idées, mais qui n'osent même pas s'adresser aux monstres Danone. Donc comment faire pour que les prises arrivent à se pluguer entre elles? Donc on a signé toutes les chartes, tous les trucs, tous les machins, là. Les machins, c'est le bon terme. Après, ça repose sur les gens. Ça repose vraiment sur les gens et la volonté qu'ils ont. J'ai fait supprimer une règle dans certains domaines, dans le domaine du service en France, parce qu'il y avait une règle chez Danone qui était, quand une boîte de service veut travailler avec Danone, on doit lui demander son bilan parce qu'il faudrait éviter que Danone ne soit une trop grosse proportion du chiffre d'affaires de la TPE ou de la PME. Bon, je comprends quand il s'agit d'un temps pour le lait ou d'une filtreuse ou quoi que ce soit, parce que ça peut mettre en risque notre business. Quand il s'agit d'un service ou d'un truc qui est moins vital pour l'entreprise, il ne faut pas s'étonner qu'aucune PME travaille avec Danone. Donc, la démarche, elle existe, mais elle est beaucoup plus large que la problématique que vous exposez. Beaucoup plus large. Jean-Pierre Cousin du Club des entreprises. Au niveau mondial, dans la concurrence entre les grands groupes, est-ce que vous avez le sentiment que le modèle que vous défendez est en train de l'emporter sur le modèle ultralibéral? J'aime pas les mots. Moi, je défends aucun modèle. J'ai été élevé par quelqu'un qui m'a expliqué que ça devait fonctionner comme ça. Donc je ne sais pas faire autre chose. Et comme je suis à la tête du poisson, vaut mieux qu'ils comprennent ce que je dis, c'est plus simple quand même. Après, il ne faut pas croire que Danone est la seule entreprise de cette taille à travailler comme ça. Alors, je sais que ça peut paraître étonnant, mais je pense que, vous voyez, je vais donner un nom, une entreprise comme Unilever, directement concurrente de Danone, fait des choses très très bien. Je pense qu'une entreprise comme L'Oréal le fait aussi, et Essilor le fait aussi. Après, la difficulté, c'est que dans notre pays, on a toujours une suspicion. On croit toujours qu'il y a du Machiavel derrière, il y a toujours un intérêt, je ne sais pas quoi. Quand vous discutez avec des gens comme Mohamed Younous, et je vais vous raconter une anecdote pour que vous compreniez bien, un jour, je faisais une conférence de presse avec lui, et puis on lui demande, c'est au Bangladesh, et comme il avait dit qu'on ne faisait pas de profit, un journaliste lui dit, mais c'est anticoncurrentiel. Puisque les autres, ils doivent faire du profit, vous n'avez pas besoin d'en faire. Et il a répondu, mais pas du tout. On n'a pas dit qu'on n'en faisait pas. On a dit qu'on réinvestissait tout. Mais tout le monde a le droit de faire pareil. C'est vrai, c'est logique. En France, vous ne pouvez pas avoir ce type de réponse. Ensuite, l'autre chose, c'est que ultralibéral, oui, moi je ne suis pas un ultra-libéral, mais c'est toujours pareil, tout est dans les équilibres. Et en même temps, je vous dis, j'ai l'impression qu'on est quand même un peu ultra-pompidolien en ce moment. C'est vrai, c'est compliqué. Beaucoup disent qu'il faut réduire l'épaisseur du code du travail. Je ne pense pas. Le code du travail, c'est le résumé de tas de conflits, de tas de choses, de tas de problématiques. Il faut qu'on voit comment on arrive à éviter qu'il y ait la guerre des tranchées et une exploitation pas bonne par telle ou telle personne de ce code.
C'est tout. J'entends dire qu'il faut supprimer les lois aux roues. Moi, je suis totalement pour. Parce que je trouve normal qu'à un moment donné, vous soyez dans l'obligation d'exprimer auprès de vos salariés votre stratégie, votre politique. Parce qu'on s'aperçoit que quand ça pète, c'est parce qu'il n'y a pas eu de dialogue. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu physiquement dialogue. C'est aussi parce qu'il n'y a pas le décodeur. Parce que le vrai langage est le langage économique, c'est pas le langage politique. C'est le langage économique. Le dogme et la politique, ça vient après. Mais on a cette vision, et je pense sincèrement pouvoir dire que c'est pas unique à Danone. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont ce type de démarche. Après, la différence, elle se fait sur le caractère des hommes et des femmes. C'est que ça. Moi, j'ai eu la chance, je pense que c'est une chance d'avoir reçu cette éducation. J'ai discuté récemment avec un grand chef d'entreprise, un grand chef d'entreprise français, parlait de management. Et je l'ai écouté, parce que j'étais invité à parler dans la convention de cette entreprise, et je me suis aperçu que je mettais les deux pieds dans le plat, parce que toute la théorie du management de cette entreprise était de dire, management, ça doit être organisé, structuré, encarté, etc. Et moi, je ne savais pas ça, je lu le truc avant, et on me pose la question, et je réponds, alors moi, le management, c'est 100% émotionnel. J'ai fait un tabac. Je pense que si je cherche un poste, je suis élu. Et je suis convaincu de ça. Je pense que le management, quelle que soit la taille de l'entreprise, est et doit rester émotionnel. Ça veut dire que c'est fait avec les tripes, ça veut dire qu'il y a des gens qui s'arrachent, ça veut dire... Dès que vous commencez à tout classifier, à tout réguler, comme pour le pays, ça devient invivable. Je crois qu'il y a un moment donné, il faut avoir un peu de courage. Il faut avoir un peu de courage. C'est pas toujours la faute de Bruxelles. Parce qu'à force de dire que c'est la faute de Bruxelles, ouais, on n'y croit plus. Alors que vous demandez à un gamin, demandez à un enfant de 12 ans, exemple vécu, il se trouve que j'en ai un de 12 ans, qui écoute la télé, puis qui écoute un parti politique un peu extrême s'exprimer sur l'Europe. Il me regarde, il me dit, mais papa, elle est folle. Vous avez vu qui c'était? Mais papa, elle est folle. Un enfant de 12 ans. C'est pour ça qu'il faut avoir de l'espoir, parce que moi je pense que toutes les générations jeunes d'aujourd'hui, mais ils ne comprennent même pas qu'on veuille leur sucrer l'Europe. Ils ne le comprennent même pas. Simplement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens responsables qui tapent dessus en disant « c'est pas nous, c'est là-bas, c'est pas nous ». À un moment donné, il faut un projet, il faut du courage, il faut y aller, quoi. Et c'est compliqué. Mais bon, il y a quand même des exemples où quand on se donne le temps, on ne peut pas changer du jour au lendemain. La baguette magique, ça n'existe pas. Mais il faut donner de la perspective, il faut montrer qu'il y a un chemin et on peut y arriver, que c'est pas parce qu'on aura supprimé un département que c'est la fin du petit cheval. Non, c'est pas vrai. Maintenant, est-ce que ça fait faire des économies? Même ça, c'est pas le bon angle d'attaque. C'est pas le bon moment. L'angle d'attaque de l'économie, c'est pas le bon. C'est l'efficacité globale qu'il faut regarder. Est-ce qu'il y aura un meilleur service? Est-ce que les gens vont suivre? Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce qu'on rentre dans la modernité? Est-ce que ça fait de ce pays un pays extraordinaire? Parce qu'à la base, il est extraordinaire. Il l'est. Un pays... Enfin, moi, je voyage tout le temps, je peux vous le dire. Les gens sont compétents, les gens sont travailleurs. Et je dis pas ça parce que je suis dans le cadre d'une université. Bon, il faudrait un peu casser l'élitisme du système scolaire, ça c'est un autre dada, parce qu'il est un peu trop élitiste quand même. Il faudrait que les talents soient reconnus et pas simplement les mathématiques. Mais c'est rien, c'est à la marge, ça on peut le bouger. Mais vous pouvez bouger, comme il y a des intérêts particuliers qui sont toujours très forts, vous ne pouvez le bouger que si vous arrivez à créer un intérêt collectif qui n'est pas demain. C'est la difficulté. Parce que les gens qui vont souffrir du moment ne sont pas ceux qui auront les bénéfices dans 10 ou 15 ans. Et si vous ne fixez pas ce type d'échéance, c'est un pays révolutionnaire, il faut arrêter de vouloir réformer comme ça. Et de la même manière, il ne faut pas le faire par petites touches planquées. Même les clubs de poney manifestent. T'es con? T'es con. Vous croyez que ça allait passer comme ça? Bah non, ils sont vigilants. Les clubs de poney sont vigilants. Alors est-ce qu'il est normal que des clubs hippiques ne payent pas la même taxe que les autres clubs de sport? Eh non, c'est pas normal non plus. Donc c'est avec toutes ces contradictions, mais c'est normal qu'on les ait, puisque c'est des constructions historiques.
Voilà. Mais on va y arriver, hein. Localement. Merci beaucoup, monsieur Ribou. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez un petit mot pour... les 50 questions. Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment.